Bienvenue dans notre nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va explorer un sujet médical très précis mais vraiment fondamental, l'équilibre du potassium dans notre sang. On appelle ça les dyscaliémies. Et pour ça, on s'est plongé dans un texte médical assez pointu, un chapitre qui détaille ces désordres hydroélectrolytiques. L'idée, c'est de comprendre ensemble ce qu'est le potassium, pourquoi son équilibre est si crucial et qu'est-ce qui se passe quand il y en a trop, l'hyperkaliémie, ou pas assez, l'hypokaliémie. On verra aussi comment on reconnaît ça et comment on le gère et pourquoi on s'y intéresse. Parce que le potassium, c'est essentiel pour nos cellules, surtout les nerfs, les muscles et le cœur, bien sûr. Et un déséquilibre, ça arrive parfois à cause de médicaments courants et ça peut devenir une urgence vitale très vite. D'ailleurs, un simple examen, l'ECG, l'électrocardiogramme, est super important dans ces cas-là. Bon, allons-y, décortiquons ça. Absolument. Alors pour commencer, le potassium, il faut savoir que c'est le cation ion positif, si on veut, le plus abondant à l'intérieur de nos cellules, surtout dans les muscles. Il est indispensable pour plein de fonctions cellulaires, mais son rôle vraiment clé, c'est de définir ce qu'on appelle le potentiel de repos des membranes. En gros, la charge électrique de base de la cellule. D'accord. Et ça influence directement l'excitabilité des nerfs et des muscles. Imaginez une différence de niveau, une concentration très forte dedans, faible dehors. Le potassium a naturellement envie de sortir. Et c'est une pompe spécifique, la pompe Na+K+ATPase, qui bosse sans arrêt pour le faire rentrer et maintenir cet équilibre. C'est un équilibre très dynamique. Ok, donc il y a cette gestion au niveau de chaque cellule et au niveau du corps entier, comment ça se passe? Alors il y a deux grands systèmes. D'abord, ce qu'on appelle le bilan interne, c'est-à-dire les transferts rapides entre le sang et l'intérieur des cellules. Par exemple, l'insuline, l'hormone qui gère le sucre, elle fait aussi rentrer le potassium dans les cellules, très vite. Ça permet de tamponner un pic de potassium après un repas, par exemple. Ah d'accord, c'est une régulation rapide ça. Oui. Et à l'inverse, si le sang devient trop acide, ce qu'on appelle l'acidose, ou s'il manque d'insuline, eh bien le potassium il a tendance à sortir des cellules. Et donc le taux dans le sang, la kaliémie, augmente. Et puis il y a le deuxième système, le bilan externe. C'est la gestion globale. On absorbe quasiment tout le potassium qu'on mange. Ça, c'est peu régulé. Mais c'est surtout l'élimination par les reins qui est finement ajustée. Les reins, encore eux? Toujours. Ils sont vraiment les maîtres du jeu pour le potassium. Ils filtrent, ils réabsorbent la majorité et ils ajustent l'élimination finale dans l'urine sous contrôle hormonal. Notamment une hormone clé, l'aldostérone. L'aldostérone? Oui, elle dit en gros aux reins, réabsorber du sodium et en échange, éliminer du potassium. C'est pour ça qu'une insuffisance rénale sévère, ça bloque l'élimination. Et c'est aussi pourquoi certains médicaments qui bloquent ce système hormonal, comme les IEC ou les ARA2 qu'on donne pour l'hypertension, peuvent entraîner une accumulation dangereuse de potassium. Logique. Justement, parlons de cette accumulation. L'hyperkaliémie. Donc, si j'ai bien suivi, c'est quand le taux de potassium sanguin dépasse 5,0 millimoles. Et c'est surtout la rapidité d'installation qui compte. C'est ça. On considère que c'est menaçant si ça dépasse 6,5 millimoles ou même avant si l'ECG montre déjà des anomalies. Peu importe le chiffre exact à ce moment-là, l'ECG prime. Petite parenthèse rapide, j'ai cru comprendre qu'il fallait se méfier parfois des fausses hyperkaliémies. Oui, c'est un point important. Le prélèvement sanguin peut parfois être un peu traumatique pour les cellules. Si quelques globules rouges éclatent dans le tube, ils libèrent leur potassium. Ah oui. Et ça peut donner un résultat faussement élevé au laboratoire. Donc toujours vérifier, est-ce que le patient a des symptômes? L'ECG est-il normal? Si oui et que le chiffre est haut, il faut refaire le prélèvement. C'est plus prudent. D'accord. Alors, quels sont les vrais signes qui doivent alerter quand le potassium est vraiment trop élevé? Au début, ça peut être assez discret. Des fourmillements, des picotements, souvent autour de la bouche ou au bout des doigts, des pieds. C'est ce qu'on appelle des paresthésies. Ensuite peut apparaître une faiblesse musculaire. Ça peut même aller jusqu'à une paralysie, qui commence souvent par les jambes et qui peut remonter. C'est impressionnant. Oui, mais le vrai danger immédiat, c'est pour le cœur. L'excès de potassium perturbe la conduction électrique du cœur. Et là, l'ECG est notre meilleur outil. On voit des changements progressifs. D'abord, les ondes T, une partie de l'ECG, deviennent très hautes, pointues, un peu comme des tentes. D'accord. Ensuite, la conduction électrique peut se bloquer à différents étages. L'activité des oreillettes, l'onde P, peut diminuer, voire disparaître. Le passage entre oreillette et ventricule peut ralentir.
Et le pire signe? Le signe de gravité majeur, c'est quand les complexes QRS, qui représentent l'activation des ventricules, les grosses pompes du cœur, s'élargissent. Ils deviennent larges, étalés sur le tracé. Ça veut dire que l'influx électrique se propage très mal, très lentement. Et le risque ultime, c'est soit un arrêt cardiaque, parce que le cœur bat trop lentement, ou de façon inefficace, on parle de dissociation électromécanique. C'est-à-dire qu'on voit encore une activité électrique sur le CG, mais le muscle, lui, ne se contracte plus. Il n'y a plus de pouls, plus de débit sanguin. Ou alors une bradycardie tellement extrême que ça revient au même. D'accord. C'est très clair et ça fait froid dans le dos. On comprend l'urgence de l'ECG. Et alors, qu'est-ce qui provoque ça? Quelles sont les causes de cet excès? On peut les regrouper en 3 grands mécanismes qui sont souvent mélangés d'ailleurs. Premièrement, un excès d'apport. Bon, c'est rare si les reins fonctionnent, mais ça peut arriver avec des perfusions trop riches en potassium ou des suppléments mal contrôlés. Deuxièmement, un transfert massif de potassium depuis l'intérieur des cellules vers le sang. Ça arrive quand il y a une destruction cellulaire importante. Imaginez une grosse blessure musculaire, une rhabdomyolyse. Ah oui. Ou la lyse d'une tumeur sous chimio, une hémolyse massive. Ou alors des problèmes liés à l'acidose du sang ou un manque d'insuline qui pousse le potassium hors des cellules. Et troisièmement, et c'est le plus fréquent, un défaut d'élimination par les reins. Soit parce que les reins sont malades, en insuffisance rénale aiguë ou chronique, soit à cause de médicaments qui bloquent l'excrétion de potassium. Et là, la liste est longue. Les fameux IEC, les ARA2, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les AIN, certains diurétiques dits épargneurs potassiques, l'héparine, certains antibiotiques comme le trimétoprime. Waouh, beaucoup de médicaments courants en fait. Si on devait isoler les causes les plus habituelles. Le trio de tête, c'est souvent insuffisance rénale aiguë, acidose métabolique et iatrogénie, c'est-à-dire les médicaments. Une hyperkaliémie vraiment menaçante, grave, elle associe quasiment toujours une insuffisance rénale avec une autre cause par-dessus, très souvent un médicament. D'accord. On peut d'ailleurs doser le potassium dans les urines, la calurèse. Si elle est basse, ça confirme que le rein n'arrive pas à faire son travail d'élimination. Et face à cette situation critique, comment on intervient? Quelle est la prise en charge? Il y a toujours 2 volets. Le traitement de la cause, ce qu'on appelle étiologique, ça c'est la clé pour régler le problème durablement, arrêter le médicament responsable, traiter l'insuffisance rénale si on peut, corriger l'acidose. Logique. Et puis il y a le traitement symptomatique pour gérer l'urgence quand le cœur est menacé. Si l'hyperkaliémie est matérée, qu'il n'y a pas de signe CG, que la personne urine bien, on va surtout chercher à éviter que ça s'aggrave. On peut utiliser des résines échangeuses d'ions par la bouche. Des résines? Oui, comme le kayexalate. Ça va capter le potassium dans l'intestin pour qu'il soit éliminé dans les selles, mais c'est lent, c'est pas un traitement d'urgence aiguë, plutôt pour contrôler sur la durée. Par contre, si l'hyperkaliémie est sévère, disons au-dessus de 6,5 millimoles, ou s'il y a des signes CG inquiétants, et surtout si la personne n'urine plus du tout, l'anurie là, c'est l'urgence absolue. Que fait-on? Traitement médical immédiat pour gagner du temps. Et on discute très vite d'une dialyse, une épuration extra-rénale pour nettoyer le sang. Et ce traitement médical immédiat, c'est quoi? Une sorte de kit de secours? Exactement. Il y a 2 gestes essentiels, quasi simultanés. Premièrement, protéger le cœur. On injecte du gluconate de calcium en intraveineux. Ça ne baisse pas le taux de potassium, attention, mais ça stabilise la membrane des cellules cardiaques. Ça agit comme un antagoniste direct des effets électriques du potassium. L'effet sur l'ECG est quasi immédiat, en quelques secondes. C'est spectaculaire. Impressionnant. Et deuxièmement, faire rentrer le potassium dans les cellules pour faire baisser rapidement le taux sanguin. C'est un effet temporel, mais ça achète du temps. Pour ça, on utilise une perfusion d'insuline avec du glucose. Le glucose, c'est pour éviter l'hypoglycémie causée par l'insuline. D'accord. On peut aussi utiliser des nébulisations de salbutamol, le même médicament que pour l'asthme, qui a aussi cet effet. Ça agit en quelques minutes. Donc, en résumé, si urgence, calcium IV pour protéger le cœur tout de suite, et insuline glucose ou salbutamol pour faire rentrer le potassium dans les cellules, en attendant la dialyse si elle est nécessaire, surtout si les reins sont hors jeu. C'est exactement ça. Et on appelle très vite le réanimateur ou le néphrologue. Parfait. Explorons maintenant l'autre côté du miroir, le manque de potassium, l'hypokaliémie. Donc là, on est en dessous de 3,5 millimoles. C'est grave aussi? Oui, ça peut être tout aussi dangereux, mais par des mécanismes différents. Ici, le manque de potassium à l'extérieur des cellules va, augmenter la différence de potentiel électrique de part et d'autre de la membrane au repos. On parle d'hyperpolarisation.
Ça rend les cellules moins excitables au début, puis ça perturbe leur repolarisation, leur recharge après activation. Et les symptômes? Toujours musculaires? Oui, on retrouve des signes neuromusculaires, faiblesse, crampes, douleurs musculaires, myalgie. Ça peut aller là aussi jusqu'à une paralysie qui peut toucher les muscles respiratoires, donc c'est très sérieux. Au niveau digestif, ça peut donner une constipation, voire un arrêt complet du transit, ce qu'on appelle un iléus paralytique. L'intestin est comme paralysé. Et le cœur? J'imagine qu'il n'aime pas ça non plus. Le CG est encore utile? Encore et toujours crucial. L'hypokaliémie affecte principalement la phase de repolarisation des ventricules, la phase de récupération électrique. Sur le CG, on va voir des ondes T qui s'aplatissent ou même s'inversent. On peut voir apparaître une onde U qui est normalement toute petite ou absente. Une onde U? Oui. Et surtout, le signe d'alerte majeur, c'est l'allongement de l'intervalle QT. Cet intervalle mesure toute la durée de l'activité électrique des ventricules. S'il s'allonge trop, c'est dangereux. Pourquoi cet allongement du QT est si préoccupant? Qu'est-ce que ça risque? Ça signifie que le cœur est électriquement instable. Il est à risque de partir dans des troubles du rythme ventriculaire graves. Le plus connu, c'est la torsade de pointe. Torsade de pointe. Oui, c'est une forme très particulière de tachycardie ventriculaire. Le tracé ECG ressemble un peu à un ruban qui s'enroule sur lui-même. C'est une urgence vitale absolue parce que ça peut dégénérer à tout moment en tachycardie ventriculaire soutenue ou en fibrillation ventriculaire. Ce qui mène à l'arrêt cardiaque. Exactement, si on n'intervient pas très vite. Donc QT long sur un ECG d'hypokaliémie, c'est un drapeau rouge immense. D'accord. Et qu'est-ce qui peut aggraver ce risque de torsade ce point? Plusieurs choses. Une maladie cardiaque sous-jacente, bien sûr. La prise d'autres médicaments qui allongent aussi l'intervalle QT, il y en a beaucoup. Et un point très très important, l'association avec un manque de magnésium, une hypomagnésémie. Ah, le magnésium revient. Oui, hypokaliémie et hypomagnésémie vont souvent de pair, elles s'entretiennent mutuellement et elles potentialisent leurs effets toxiques sur le cœur. Il faut toujours penser à vérifier et corriger le magnésium en cas d'hypokaliémie. Une bradycardie, un cœur lent, augmente aussi le risque. Alors, comment on en arrive à manquer de potassium? Quelles sont les causes les plus fréquentes? Encore une fois, on peut classer ça en 3 grandes catégories. D'abord, une carence d'apport. Bon, c'est assez rare comme cause isolée, Faut vraiment une dénutrition sévère, type anorexie mentale. L'alimentation normale couvre largement les besoins. Ensuite, un transfert excessif du sang vers l'intérieur des cellules. Ça peut se voir en cas d'alcalose, quand le sang est trop basique, ou sous l'effet de trop d'insuline ou de certains médicaments comme le salbutamol encore lui. Ou plus rarement quand on fabrique très vite beaucoup de nouvelles cellules sanguines. Et enfin, le mécanisme le plus fréquent de loin, les pertes excessives, soit par voie digestive, soit par voie rénale. Les pertes digestives, j'imagine que ce sont les diarrhées. Exactement. Les diarrhées, surtout si elles sont chroniques ou très abondantes, c'est une cause majeure de perte de potassium. Les vomissements aussi, mais c'est un peu plus indirect. Ils provoquent une alcalose métabolique, et c'est cette alcalose qui fait que les reins vont éliminer plus de potassium. D'accord. Et le point crucial à retenir avec les pertes digestives, c'est qu'elles s'accompagnent quasi systématiquement d'une perte de magnésium. J'insiste là-dessus. Si on ne corrige pas l'hypomagnésémie associée, on n'arrivera jamais à remonter durablement le potassium. C'est noté. Magnésium à vérifier. Et les pertes par les reins? Alors là, c'est extrêmement fréquent aussi. La cause numéro 1, ce sont les diurétiques. Ah oui. Ceux qu'on utilise tout le temps pour traiter l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque. Les diurétiques thiazidiques, comme l'hydrochlorothiazide, ou les diurétiques de Lens, comme le furosémide, l'Azilix. Ils font perdre du sodium et de l'eau, mais aussi beaucoup de potassium. L'hypomagnésémie, elle-même favorise aussi la fuite rénale de potassium. Après, il y a des causes plus rares, certaines maladies rénales qui touchent les tubules, ou un excès d'hormones minéralocorticoïdes, comme l'aldostérone. L'aldostérone encore? Oui, soit à cause d'une tumeur de la glande surrénale, hyperaldostéronisme primaire, soit de façon secondaire à d'autres pathologies. Et il y a même une cause alimentaire. Laquelle? La consommation excessive de réglisse. La réglisse contient une substance qui mime les effets de l'aldostérone. Incroyable, la réglisse. Bon, alors si on résume les causes principales d'hypokaliémie, diarrhée avec perte de magnésium, diurétique et alcalose. Et y a-t-il une situation qui doit particulièrement attirer l'attention? Oui,
Absolument. Si on découvre une hypokaliémie chez quelqu'un qui est hypertendu, il faut impérativement rechercher une cause hormonale, un hyperminéralocorticisme, cet excès d'aldostérone ou de substances similaires. C'est un signal d'alarme important. D'accord. Et comme pour l'hyperkaliémie, mesurer le potassium dans les urines, ça aide. Oui, ça aide à orienter. Si la calurèse est élevée, disons plus de 40 millimoles par jour, alors que le taux sanguin est bas, ça signe une perte rénale. Si elle est basse, la perte est probablement extra-rénale, digestive le plus souvent. Et pour corriger ce manque de potassium, comment on fait? Comment on remplit les réserves? La première étape, toujours, c'est de traiter la cause si possible. Arrêter le diurétique si on peut le remplacer, traiter la diarrhée et, je le redis 2 fois, vérifier et corriger le magnésium. Sinon, la supplémentation en potassium sera inefficace. D'accord. Et ensuite, la supplémentation elle-même? Ça dépend de la gravité et de l'urgence. Si l'hypokaliémie est modérée, disons au-dessus de 2,5 millimoles, qu'il n'y a pas de signes ECG inquiétants et que la personne peut avaler, on privilégie la voie orale. On utilise des gélules de chlorure de potassium à libération prolongée, comme le Diffuca ou le Caléoride LP, où on peut conseiller des aliments riches en potassium, fruits secs, bananes, légumes. Et si c'est plus grave? Si l'hypokaliémie est sévère, en dessous de 2,5 millimoles, ou s'il y a des signes ECG, notamment cet allongement du QT, ou des symptômes musculaires importants, là c'est l'urgence. Il faut passer par la voie intraveineuse, IV. Mais c'est là qu'il faut être extrêmement prudent. Oui, vous avez parlé d'une règle d'or. Absolument. C'est la règle à connaître. Jamais, au grand jamais, de bolus IV direct de chlorure de potassium. C'est une injection qui peut être mortelle instantanément en provoquant un arrêt cardiaque. D'accord, jamais de bolus. Comment on fait alors? Le KCl IV doit toujours être dilué dans une poche de sérum physiologique ou de glucosé et perfusé lentement, de manière contrôlée, idéalement avec une seringue électrique ou une pompe à perfusion. Et le débit maximal absolu à ne jamais dépasser, c'est 1 gramme de KCl par heure. C'est vraiment la limite de sécurité. En général, on va même moins vite si possible. 1 gramme par heure maximum. Oui. Et il faut savoir aussi que le KCl concentré est très irritant pour les veines. Ça peut faire mal, voire les abîmer. Donc il faut bien diluer, surveiller le point de perfusion et parfois, si on doit passer de grosses doses, il faut une voie veineuse centrale. On associe souvent la voie IV à la voie orale si le patient peut avaler pour une correction plus efficace. Très clair. Prudence extrême avec le potassium IV. Et si on est face aux torsades de pointe? Ah, si on a des torsades de pointe associées à l'hypocalémie, le traitement d'urgence immédiat avant même la correction agressive du potassium, c'est l'administration de sulfate de magnésium en IV. Le magnésium est très efficace pour stabiliser le rythme cardiaque dans cette situation précise. Bon, si on désynthétisait les points vraiment essentiels à retenir de tout ça, face à n'importe quel désordre du potassium, hyper ou hypo, l'ECG est systématique et urgent pour évaluer le risque cardiaque. Tout à fait. Pour l'hyperkaliémie, l'excès de potassium, le danger, c'est le ralentissement de la conduction, l'élargissement des QRS. Si on voit ça, c'est calcium IV en urgence pour protéger le cœur. Et toujours regarder si les reins fonctionnent et si la personne urine. Une anurie, ça oriente très fort vers la dialyse. Et pour l'hypokaliémie, le manque de potassium, le signal d'alarme, c'est l'allongement de l'intervalle QT sur l'ECG, qui fait craindre les torsades de pointe. La correction se fait par supplémentation, orale si possible, ou IV très prudente. Toujours diluée, jamais en bolus et pas plus d'1 gramme par heure. Et ne jamais oublier de vérifier et corriger le magnésium en même temps. Merci beaucoup, c'était vraiment une exploration détaillée et très claire. Ce qu'on peut retenir finalement, c'est que le potassium est un acteur silencieux mais absolument vital de notre organisme. Ces déséquilibres, même s'ils peuvent être graves, sont souvent déclenchés par des causes assez communes, comme des médicaments ou des problèmes rénaux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont gérables si on les reconnaît à temps, notamment grâce à l'ECG, et si on les traite correctement. Exactement. Et ça soulève peut-être une dernière réflexion pour conclure. On a vu à quel point des médicaments très largement prescrits, les diurétiques, les IEC, les AIN, peuvent perturber cet équilibre du potassium. Surtout chez des personnes dont la fonction rénale n'est plus parfaite, ce qui est fréquent avec l'âge ou d'autres maladies. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on surveille assez bien, assez régulièrement la kaliémie chez les patients qui prennent ces traitements au long cours? Est-ce qu'on est assez vigilant aux petits signes avant-coureurs? C'est toute la question de la balance bénéfice-risque de ces traitements essentiels. Et ça demande sans doute une vigilance de tous les instants pour adapter au mieux le suivi à chaque personne. Une réflexion très pertinente pour clore notre discussion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse.